Euh, Merci à tous d'être là pour ce troisième webinaire et le dernier, donc de présentation de l'appel à projet du PEPR Forest. Nous sommes plusieurs là à essayer à animer ce webinaire pour être à votre disposition pour vous aider à vous positionner sur cette AAP. Moi, je suis Arnaud Sergent, je copilote le PEPR avec Christophe Plomion, donc, qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous avons aussi Fanny Gasquel, qui est la manageuse du programme, et Cassandra Lanchet, qui est là aussi, et qui, elle, est là pour l'ANR. Et vous verrez que on travaille main dans la main avec l'ANR pour vous accompagner sur cette réponse à l'AAP que ce soit pour des questions de positionnement scientifique ou plus administratif par rapport à l'éligibilité des différents partenaires, les coûts, etc. Donc on pourra répondre comme ça tous ensemble à toutes vos questions. Et je remercie Cassandra d'être de nouveau là pour la troisième fois avec nous pour ce webinaire de présentation. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va vous présenter euh, assez brièvement représenter le PEPR Forest. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, le connaissent bien, hein, mais c'est important pour nous de rappeler aussi pour ceux qui sont moins familiers avec ce PEPR que cette AAP s'inscrit dans le cadre d'un grand programme et que l'on vous rappelle un petit peu les particularités, les ambitions de ce grand programme. Et puis, on rentrera un peu plus dans un deuxième temps sur le détail de cette AAP. Et puis, surtout, on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Dans un premier temps, ce qu'on vous demande, et quand ça vous vient au fil de l'eau, hein, d'utiliser plutôt la partie questions-réponses que le chat. Ça va être plus facile pour interagir avec vous. Et puis, à la fin, on pourra même prendre des questions à l'oral si vous le souhaitez aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, on va tout de suite commencer. Si j'arrive à faire passer le diapo, hop. Voilà. Donc oui, donc on a organisé 3 webinaires. Le premier, c'était mercredi matin. Il y avait une petite quarantaine de personnes. Un second hier, donc plutôt en fin d'après-midi, notamment pour les collègues qui sont dans des régions du monde plus difficiles d'accès le matin, donc notamment la Guyane. Donc on était de nouveau une petite trentaine de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes de nouveau aux alentours de 30 aussi. Donc ce webinaire, c'est l'ensemble de ces informations, hein, vous retrouverez donc sur la chaîne YouTube, comme l'a dit Fanny, on enregistre ces sessions. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations, hein, et le diaporama notamment, sur le site du PEPR. Et puis vous trouverez aussi toutes les informations sur le site de l'ANR, pour ce qui est des aspects plus formels relatifs à l'AP. Donc justement, sur le site de l'ANR, vous retrouvez donc l'ensemble des éléments. Donc attention, hein, il y a bien 2 pages. Il y a le site de l'AMI qui est, lui, terminé, hein, qui était la phase que l'on a lancée de consultation un petit peu large et de porter à connaissance aussi de nos objectifs assez tôt, donc l'année dernière, avant les vacances, avant l'été. Encore une fois, on rappelle hein, que c'est pas parce que vous n'êtes pas positionné sur cet ami que c'est pas possible de répondre à la AP. Hein. C'était totalement facultatif, cet ami, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on rentre dans une nouvelle phase. Cette AAP qui s'est ouverte le 22 octobre et qui se clôturera le 30 janvier. Donc les réponses sont attendues avant le 30 janvier. J'attire aussi votre attention sur le fait que la clôture est à 11h le matin. Voilà. Pas à minuit le soir, comme ça peut être le cas des fois. Donc voilà, faut être attentif à cela. Sur l'AMI notamment, on a eu quelques collègues qui ont eu des petits soucis et qui ont été surpris que ça ferme en milieu de journée. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Et vous retrouvez donc sur le site hein, le texte de l'AAP, bien évidemment. Et puis les trames à la fois des documents scientifiques et des documents administratifs et financiers à déposer pour postuler. Donc je le disais tout à l'heure, hein, plutôt pour les questions-réponses, utilisez la section questions-réponses plutôt que le chat sur ce webinaire.
Donc, je vais présenter rapidement donc, le PEPR Forest, les enjeux scientifiques et l'organisation du programme. Et puis, dans un deuxième temps, on approfondira je dirais, les modalités de l'appel à projet. Alors, le PEPR Forest, c'est un programme qui est financé donc, par France 2030 et qui est opéré en partenariat étroit, comme vous le voyez aujourd'hui, avec l'ANR pour son déploiement. Donc, il est coordonné par l'INRAE. Et donc, à travers ces deux directeurs que sont moi et Christophe et moi. Mais on pilote ce programme aussi en travail, collaboration étroite, avec notamment le CIRAD et le CNRS, au sein d'un comité exécutif, mais aussi plus largement avec un ensemble de représentants des institutions en charge de la recherche et de la formation en France, que ce soit les universités, AgroParisTech, l'IRD, mais aussi l'IGN, le CNPF et l'ONF, qui sont des partenaires à part entière de ce programme. Nous avons un budget de 40 millions d'euros, donc un peu moins que ce qui était prévu à l'origine. On avait établi un plan d'action pour 50 millions d'euros, donc il devait y avoir 2 appels à projets, donc il n'y en a qu'un. C'est comme ça. Et on a une durée de 7 ans, donc on est à 1 an. La première année du PEPR s'est écoulée et il durera jusqu'à 2030. Donc il concerne effectivement les recherches sur les socio-écosystèmes tempérés et tropicaux. Et en termes de moyens, je vais revenir dessus, mais on a un package de projets ciblés et un appel à projet. Je vais expliquer ça tout à l'heure pour resituer notamment notre appel à projet dont on parle aujourd'hui. Alors le cadrage scientifique, très rapidement, suite à ce qui nous a été demandé d'une part, puisque on rappelle que c'est un programme ciblé, c'est-à-dire qu'on a répondu aussi à une lettre de mission des ministères, mais aussi au regard des enjeux scientifiques aujourd'hui que se posent sur les socio-écosystèmes forestiers. On a mis en avant 2 grands enjeux. L'un, c'est de travailler sur les dynamiques et les dangers qui pèsent sur les fonctionnalités écologiques et socio-économiques des forêts, qui sont menacées par les changements globaux. Donc le carbone, l'enjeu du carbone est un des enjeux, mais pas que. Il existe des questionnements et des interrogations sur l'ensemble des fonctions associées aux forêts, qu'elles soient associées ou non d'ailleurs à des circuits économiques ou pas. Donc il y a tout ce premier volet là marqué par de fortes incertitudes. Un deuxième volet d'incertitude qui est aussi sur l'ensemble des tensions sociales, politiques et géopolitiques en lien avec l'usage des forêts et l'évolution de leur gestion. Donc d'essayer de mieux appréhender cette place centrale, ou très importante en tous les cas, qu'occupent les enjeux forêt-bois maintenant dans la société, et comment mieux les comprendre, mieux les analyser, et mieux identifier les incertitudes que ça peut générer sur les activités d'un certain nombre d'acteurs ou sur les évolutions plus générales des socio-écosystèmes forestiers. Donc, le PEPR s'organise autour de 4 grands objectifs dans sa globalité. À la fois un enjeu de faire communauté scientifique. Donc, on a une mission, nous sommes PEPR est piloté par l'INRAE, mais ça se fait au nom de l'ensemble des acteurs. Bonjour Christophe. Au nom de l'ensemble des acteurs de la sphère académique et universitaire. Donc notre mission est de fédérer, de structurer et de pérenniser les travaux de recherche au sein de cette communauté pour accompagner la transition des socio-écosystèmes forestiers. Ce que l'on essaye aussi à travers ce PEPR, c'est de promouvoir un mode de recherche, on va dire, des actions de recherche qui sont un petit peu originales et un peu ambitieuses d'un point de vue des approches systémiques, en essayant de combiner les variables et de combiner les disciplines, de promouvoir l'interdisciplinarité. Et l'autre volet aussi, c'est d'essayer d'encourager à ce qu'il y ait un dialogue avec les parties prenantes qui soit renforcé, que ce soit dans la conception, la réflexion sur les questions de recherche, que sur les conditions, les enjeux de valorisation, d'appropriation des résultats de la recherche. On a un objectif aussi en lien avec la formation, qu'elle soit initiale et continue, et tout spécifiquement en lien avec les formations par et pour la recherche. Et on se propose effectivement de conduire aussi une science à impact et de réfléchir aux perspectives et aux possibilités de proposer, d'expérimenter des trajectoires de gestion qui soient un petit peu innovantes et qui permettent de proposer des solutions, ou en tous les cas des éléments de réponse
aux incertitudes auxquelles se retrouvent confrontés les acteurs aujourd'hui. On a structuré donc le PEPR autour de 4 grands défis scientifiques et à travers l'idée qu'on souhaitait promouvoir une approche socio-écosystémique de la recherche. Je vais revenir sur ces grands défis scientifiques qui structurent notre base de réflexion et de programmation. Je passe vite. Donc les grands défis scientifiques, ils sont au nombre de 4 et ils se déclinent à travers 3 grands dispositifs d'action, que sont les projets ciblés, les projets dont on va parler aujourd'hui, et l'action de pilotage et gouvernance dont on s'occupe avec Christ. En ce qui concerne les grands défis scientifiques, donc ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est le défi de la gouvernance. Donc il s'agit de mieux appréhender les enjeux sociétaux associés liés à la transition des socio-écosystèmes forestiers, que ce soit à l'échelle de la compréhension de l'évolution des représentations ou des comportements des individus, jusqu'à la compréhension des systèmes institutionnels qui sont impliqués dans la gouvernance des forêts, en passant par les différentes logiques d'action collective qui peuvent exister. Le deuxième défi, c'est un défi bioéconomie, avec un constat qui est un manque de connaissances et de travaux sur ces interfaces entre la forêt, le bois ou les produits non ligneux, leurs usages et leur valorisation. Donc encore une fois, pas tant, et notre mission n'est pas de développer un programme de recherche d'innovation technologique sur la transformation des ressources, hein, mais il s'agit bien de mieux comprendre comment s'articulent les différentes voies, les différentes modalités de valorisation de ces ressources en cohérence avec les enjeux de gestion des écosystèmes forestiers. Troisième défi qui est lié à la résilience, hein, qui est centré sur effectivement la question à la fois des fonctionnalités, des dynamiques évolutives des forêts et des menaces qui pèsent sur elles et des risques auxquels sont confrontés les acteurs impliqués dans la gestion des forêts. Donc un challenge très important, hein, de comprendre notamment comment l'accélération des changements climatiques bouleverse et fait évoluer de manière assez forte la dynamique de ces écosystèmes. Enfin, un défi monitoring qui, lui, est destiné à mieux appréhender les outils, les méthodes et les connaissances pour suivre, appréhender la dynamique des socio-écosystèmes forestiers, que ce soit sous leurs aspects biomasse, quantité de biomasse et de carbone, que sur ces aspects biodiversité ou santé. Donc nous avons décliné dans première vague d'action du PEPR, nous avons décliné ces 4 défis scientifiques sous forme de projets ciblés, donc qui n'étaient pas des appels ne sont pas le produit d'appels à projets concurrentiels, hein, c'est des projets qui ont été montés avec un ensemble d'équipes de recherche autour de 5 grands thèmes, 3 thèmes liés aux défis scientifiques que je viens d'évoquer, et 2 thèmes plus transversaux sur lesquels je vais revenir. Donc les 3 défis que l'on a identifiés comme étant, je dirais, matures à être traités dans un projet ciblé, et en réponse aux défis scientifiques qu'on avait identifiés, sont les suivants. Le premier, c'est la question de la meilleure compréhension de la phase de régénération des forêts, en lien avec les enjeux d'adaptation, de cibler cette phase un peu déterminante dans le processus, les dynamiques d'évolution des forêts, de mieux comprendre comment cette phase cruciale de la régénération joue et va jouer à l'avenir sur la résilience de ces écosystèmes. Le deuxième projet ciblé est sur une approche multirisque. Cette approche multirisque, qui comporte bien sûr des dimensions liées à la dynamique des écosystèmes, mais aussi des systèmes d'acteurs qui sont en lien avec ces forêts, c'est d'appréhender non pas les risques un par un, mais de mieux comprendre comment ils sont en interdépendance, en interaction, en cascade, et comment est-ce qu'on peut mieux appréhender les risques multiples en forêt. Troisième grand défi thématique, c'est le projet ciblé thématique, c'est le projet ciblé sur le monitoring, donc qui vise notamment à renforcer notre capacité à valider les données satellites par des données terrain sur les 3 thèmes que j'ai évoqués précédemment, que ce soit les enjeux de biodiversité, de gestion de la biomasse ou de la santé des forêts.
et deux projets ciblés un peu transversaux. Un qui est ce qui s'appelle le PC Hub, Forest Hub, qui lui a vocation à créer cette transversalité, à réfléchir à cette notion, faire vivre scientifiquement cette notion de socio-écosystème, et déployer aussi un certain nombre d'actions transversales autour de la prospective, de l'enseignement, ou des Living Labs. Enfin, dernier PC, c'est un PC sur le numérique, la gestion des données numériques et de la data. Euh, donc l'ensemble des outils numériques et des data sont pour nous un élément justement important de fédération de cette communauté scientifique que j'ai évoqué tout à l'heure parmi nos objectifs. Et c'est un outil au service effectivement de l'ensemble des PC, mais sur lesquels on espère aussi chacun des projets qui seront lauréats pourront y trouver un lieu où réfléchir, optimiser, améliorer la gestion des données et des outils numériques dans le cadre de vos travaux de recherche. Donc voilà pour les projets ciblés. Le deuxième axe dont on va parler tout à l'heure, hein, ce sont l'ensemble des projets, la grappe de projets que vous voyez là en orange, qui pour le moment est vide, puisqu'effectivement, l'AAP a pour but de la compléter par une grappe, un ensemble de projets qui, eux, là, seront des projets compétitifs, plus petits que les projets ciblés que je viens d'évoquer en termes de volume financier, plus courts aussi en termes de temps, puisque les projets ciblés durent en moyenne autour de 6 ans, alors que les projets que nous ouvrons à l'appel à projets seront établis sur 4. Et donc le troisième outil, hein, qui est l'outil un peu de pilotage de ce PEPR, donc qui nous sert à beaucoup de choses, par exemple à organiser cette AAP, mais aussi qui nous permet de faire communauté autour d'actions de communication ou d'animation. Par exemple, nous organisons tous les ans, nous avons déjà commencé, nous allons continuer à organiser tous les ans un séminaire annuelle, une grande conférence qui permet à l'ensemble de la communauté à la fois d'échanger entre elles, et puis une plateforme aussi pour communiquer avec les porteurs d'enjeux, mais aussi d'autres collègues scientifiques. Donc ça, c'est organisé tous les ans, et dès l'année prochaine à Montpellier, les projets qui seront lauréats seront invités à être au centre de cette conférence l'année prochaine en octobre. Nous avons deux autres outils aussi qui pourront être des éléments complémentaires, je dirais, autour de vos projets si besoin. Un qui est sur la prématuration, donc qui vise à accompagner l'ensemble des démarches qui ont la volonté de faire en sorte que les travaux de recherche aboutissent à des perspectives d'innovation, de développement, en lien avec les parties prenantes, en lien avec des usages potentiels des travaux, que ce soit des outils de la décision, voilà, etc., etc. Et en dernier outil, qui est l'outil de mobilité internationale. Donc euh, nous allons lancer tous les ans un appel à projet qui aura pour vocation de soutenir les mobilités internationales entrantes et sortantes. Et on a rajouté un petit item aussi, qui sont les mobilités entre euh, ultramarins, c'est-à-dire entre la métropole et les pays d'outre-mer, et les zones d'outre-mer, dans les deux sens, hein. Donc, ils sont un statut un peu particulier, ils sont ni entrantes ni sortantes, mais on a voulu privilégier, prenant en considération la contrainte que pouvait être l'éloignement géographique pour ces équipes de recherche. Et donc, cet appel à mobilité pourra vous aider à compléter, à développer des partenariats avec des collègues à l'international qui arriveraient en cours de route et que vous voudriez encourager. Voilà. Voilà pour la partie un peu cadrage un petit peu général du PEPR, et Christophe va vous présenter maintenant le contenu, les enjeux de déploiement de cette AAP. Et bonjour à toutes et à tous. Donc on va aborder donc cet appel à projet, donc la grappe de projet en orange qui était là située sur la droite. Donc il s'agit d'un appel à projet ouvert qui est administré par l'ANR. Donc on vous l'a dit, un compétitif avec une phase d'évaluation et qui sera suivie d'une phase de sélection, on va y revenir, qui va financer des projets donc d'un montant de 800 000 euros à 1,2 million d'euros, comprenant les frais de gestion, hein, pendant une durée de 4 ans.
Donc ces projets, ils vont être construits autour d'au moins 3 unités, 3 laboratoires, d'au moins 2 établissements éligibles au financement du PEPR. Ils pourront bien sûr, mobiliser d'autres partenaires, hein, donc qui sont non éligibles au financement. On parle des parties prenantes, d'une part, et d'autre part des partenaires académiques à l'international. Suivante, voilà, les thèmes de recherche retenus, on va pas les détailler, hein, vous avez accès aux documents scientifiques. Bon, ils tiennent compte évidemment du taux de couverture des 4 défis scientifiques que vous a présenté Arnaud par les projets ciblés, hein, représentés ici par un système de curseurs. Bon, on a tenu compte de ça. Donc, il y a un certain nombre de défis, effectivement, qui sont assez peu couverts, comme le défi gouvernance et bioéconomie, et d'autres défis qui sont plus couverts. Donc, vous avez pris connaissance, on peut y revenir si vous voulez dans la phase de questions, hein, du détail de ces priorités. Et on va passer à la suivante. Donc, on va passer un peu plus de temps là sur les attentes de l'appel à projet, bon, qui sont quand même, sans surprise, hein, assez classiques. Le critère déterminant, ça va rester la qualité scientifique qui va être évaluée par un jury international. Le volant disponible, ben, on espère qu'il puisse être compatible avec des projets ambitieux, hein, qui rassemblent une communauté scientifique autour d'une question de recherche, d'un sujet donné, voilà, qui peut être finalement assez focalisé, hein, même sur un défi particulier et même une seule priorité, jusqu'à des questions de recherche très intégratives, de priorité de plusieurs défis, quoi. Donc, c'est à vous situer dans ces 2 bornes, voilà. Alors modulo une bonne évaluation, notre intention, c'est de couvrir les 4 défis scientifiques, hein, dans la phase de sélection qui suivra l'évaluation, pour rester fidèle finalement à l'approche socio-écosystémique du PEPR, et du coup soutenir, des projets qui vont aborder une problématique de recherche, si possible par des points de vue, des disciplines différentes. Alors, on a insisté aussi dans le texte sur le fait que les projets ils devront démontrer comment ils se situent vis-à-vis des projets ciblés, donc soit en complémentarité, soit en synergie. Et puis ça concerne à la fois les questions de recherche, hein, mais aussi les infrastructures de recherche, qu'ils soient in silico, in lab, in situ, et y compris aussi les territoires d'innovation, les living labs qui sont organisés au sein du projet ciblé Forest Hub. Donc, on vous invite fortement à échanger, dialoguer, avec les porteurs des projets ciblés, pour vous assurer de cette complémentarité ou de cette synergie, avec, les projets que vous allez déposer. Alors là, je voulais, dans les suivantes, on va pas s'attarder, hein, on vous laissera le temps de bien regarder les diapos. Tu peux passer la suivante, Arnaud. Vous avez ici une synthèse qu'a réalisé Paul. Paul est là, hein, Paul Brestow, dans le cadre de l'activité du PC Forest Hub. Il commence à recenser l'ensemble des terrains, ce qu'on appelle les terrains forestiers. Donc on le remercie. Et donc vous avez un détail en vert et en jaune, ça concerne les Living Labs, en bleu, d'autres infrastructures de recherche du type ANAE, mais pas que, quoi. Donc ça, c'est au niveau de la métropole. Je crois qu'on a la suivante, la même. Alors, il y a aussi les réseaux, oui, les réseaux divers et variés sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis la suivante sont les terrains hors métropole. Bon, c'est pas exhaustif, mais on commence à montrer un peu cet atlas, hein, des terrains forestiers. Donc, vous pourrez voir si une de vos actions fit dans un de ces terrains, bah, c'est bien de contacter ceux qui l'administrent, quoi. Euh, alors, je voulais aussi, oui, oui, parler On a insisté dans l'appel à projet sur le lien qui nous semble important de tisser avec les porteurs d'enjeux, hein, pour favoriser ce continuum entre la recherche, le développement et l'innovation, voire la formation aussi, on a insisté dessus. Donc la suivante. Alors, vous avez peut-être vu la gouvernance du PEPR au travers du site web, hein. On dispose
un comité de parties prenantes relativement large en termes de membres, hein, 26 membres, donc très diversifié avec beaucoup d'acteurs. Et donc on a deux coprésidents de ce comité des parties prenantes un peu pléthorique, qui sont Loïc et Cotten, donc représentant des coopératives forestières, et puis Julien Chénel, donc la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Donc vous sont les portes d'entrée, on va dire, des contacts privilégiés si vous voulez aller rechercher un porteur d'enjeux, d'ailleurs, qui soit ou pas dans le comité des porteurs d'enjeux, hein. Ils ont une vision plus large. On a des représentants de toute la diversité des acteurs autour de la résilience des socio-écosystèmes forestiers dans ces porteurs d'enjeux, mais ils sont pas, c'est pas exhaustif, quoi, et exclusif. Et puis voilà, on voulait aussi, parmi les attentes, insister sur les collaborations scientifiques à tisser à l'international. Donc évidemment, on se limite, quoi, nos questions de recherche ne limitent pas à nos frontières. Bon, cette collaboration scientifique à l'international, elle est peut-être évidente pour les projets qui vont se positionner sur les milieux tropicaux, mais bon, je pense que pour plein de sujets, voilà, elle doit être abordée. En articulation effectivement avec la possibilité qui sera ouverte à partir de mars 2025 de renforcer ces collaborations par des mobilités entrantes et sortantes. Voilà. Alors, quelques mots sur le processus d'évaluation. Donc, l'évaluation, elle va être donc prise en charge par un comité international d'experts, donc qui va être constitué par l'ANR, qui peut avoir recours à des experts externes, donc à ce comité quand il n'a pas toutes les compétences pour évaluer un projet. Donc ça c'est classique, hein, comme procédure. Et recours aussi à des auditions. Alors ça, c'est un peu moins classique, hein, dans les appels à projets génériques, mais bon, voilà, on se donne cette possibilité d'échanger oralement, ce qui est beaucoup plus agréable que de répondre à des questions par écrit. Donc bon, voilà, ils ont un peu ces deux outils supplémentaires. Euh, alors l'éligibilité, hein, donc c'est assez simple, hein, 3 partenaires, on l'a dit, académiques éligibles au financement, ou ça peut être aussi des partenaires non éligibles, mais bon, qui ont un certain statut qui leur permet d'être, qui sont pas académiques, mais qui leur permet d'être éligibles. On y reviendra. Au moins 2 établissements. Euh, voilà, donc là, cette évaluation va aboutir à une notation des projets en fonction de critères donc vous avez pu identifier dans le document scientifique, hein, l'excellence scientifique, académique et l'ambition scientifique, la qualité du consortium, et l'impact et les retombées du projet, bon, avec des poids qui sont un peu différents selon les critères d'évaluation. Donc ça va aboutir à une liste de projets recommandés pour financement et aussi un avis sur le niveau de financement qui est demandé, donc par ce comité international qui va nous être transmis du coup au directeur de programme, et une liste de projets non recommandés pour le financement, donc qui sont insuffisants sur au moins un des 3 critères. Donc le suivant. Là, ouais, diapo. Donc là, c'est l'évaluation scientifique, on a vu, hein, c'est pris en charge par le comité international. Donc ici, pour la phase de sélection, c'est surtout finalement la couverture des défis, hein, qui va être la principale force motrice de cette phase finale de sélection de projet, bon, qui répondent évidemment positivement aux critères d'évaluation. On va vérifier bien entendu la complémentarité, la synergie entre les différents projets et puis avec les projets ciblés. Le fait que les projets aussi fédèrent une large communauté autour d'une question de recherche, hein, qui est identifiée. Donc c'est un peu ce qu'on nous demande, c'est voilà, de structurer une communauté scientifique autour de questions de recherche.
Alors, si possible, mais bon, des fois ça ne l'est pas, mais au-delà des frontières nationales, hein, quand on peut le faire. Et enfin, on aura un regard attentif à l'implication des porteurs d'enjeux, des parties prenantes, quoi, dans les projets. Donc, pour cette sélection, Arnaud et moi-même, on sera appuyés par les membres du COMEX, comité exécutif, pardon, de la gouvernance et du conseil scientifique, donc, dont vous avez la composition sur le site web. Et notre sélection, bah, finalement, elle va être présentée au secrétariat général pour l'innovation, pour l'investissement, le SGPI, ainsi que les montants attributifs d'aide. Voilà. Pour ce qui va nous amener au calendrier suivant. Alors, on aura accès à la fin de tout ce processus à la composition du comité des jurys internationales, hein, donc nous-mêmes et puis vous-même, vous aurez accès à cette composition. Calendrier, donc voilà, l'appel est ouvert depuis une vingtaine de jours, et il va clôturer le 30 janvier. Phase d'évaluation va s'étendre bah, pendant le printemps, quoi, de février à avril. S'en suivra la phase de sélection et la validation par le SGPI. Et on espère pouvoir avoir la liste des lauréats au mois de juin. Voilà un peu le calendrier dans ses grandes lignes. Et la dernière diapo, avant de passer à la séquence des questions-réponses, c'est vous rappeler les contacts, hein. Vraiment, n'hésitez pas pour toute question sur lesquelles on n'aura pas encore de réponse tout à l'heure, où vous voulez plus de précision. Bon, vous aurez accès à une FAQ, hein, où on va lister pas mal d'éléments de réponse aux questions qui sont déjà posées par lesquels que je crois on a eu 70 dans les 2 premiers webinaires, hein, participants qui ont posé pas mal de questions. Vous en avez sûrement des complémentaires. Et puis vous avez aussi les contacts ben, des 2 directeurs de programme. Donc Arnaud et moi-même sommes vraiment à votre écoute pour échanger. N'hésitez pas à nous sonner, on sera présent, on répondra présent. Voilà ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Et puis donc on a pas mal de temps maintenant pour ben, vous entendre, vous. Vous avez certainement utilisé déjà le chat ou l'option questions-réponses. Bah sinon, on vous donne la J'ai parole, juste, hein. ouais, j'ai juste répondu à une question de Thierry sur la question de la non-redondance qui était mise dans les critères d'éligibilité. C'est voilà, c'est le critère classique de l'ANR. Évidemment, l'ANR ne souhaite pas financer 2 fois la même chose. Donc, c'est juste le fait de garantir qu'elle ne finance pas déjà par ailleurs une tâche de recherche qui serait redemandée ici. Ok. Alors, et on a la chance d'avoir Cassandra encore. C'est super parce elle apporte plein d'éléments de réponse. Merci Cassandra d'être là. Mais de rien. Donc Cassandra Lancher de l'ANR. Alors, une question pour toi, peut-être, les associations sont-elles éligibles au partenariat dans le projet? Alors, il y a des associations qui peuvent être éligibles au partenariat. Dans ce cas-là, il faut simplement bah, nous contacter. Nous, on fera soit l'association a déjà été catégorisée, et dans ce cas-là, je vais pouvoir vous dire tout de suite si l'association est éligible ou pas. Soit elle n'a pas encore été catégorisée, et je vous demanderai quelques éléments pour pouvoir déterminer l'éligibilité de votre association. C'est valable aussi pour les instituts techniques, hein. Ouais. Donc, on a déjà apporté, oui, pas mal de réponses, hein. Ça va vite, en fait à vérifier les critères d'éligibilité des associations, donc, qui, dans ce cas-là, peuvent être vraiment des partenaires, hein. Ils n'ont pas besoin de passer par une quelconque forme de prestation de service. On va revenir sur les prestations de service, qu'on entend par prestation de service tout à l'heure, mais bon, voilà. Donc, on vous conseille ardemment à effectivement vérifier leurs conditions d'éligibilité, ouais. Alors, les prestations, oui. Alors, Isabelle pose aussi en deuxième élément de question là, les prestations. Donc, bon, effectivement, c'est possible de financer un prestataire, hein, qui peut être d'ailleurs français ou étranger, hein, mais dans la limite des règles des marchés publics.
hein, donc vous connaissez, hein, donc pour des montants inférieurs à 40 000 euros, sont des prestations libres sans mise en concurrence. Entre 40 et 90 000 euros sont des prestations, on va dire, une procédure adaptée de mise en concurrence, mais qui n'est pas vraiment formalisée, comme quand le montant dépasse 90 000 euros avec une mise en concurrence, avec publicité obligatoire, etc. Donc, bon, ça, vous connaissez, hein, comment ça fonctionne, les règles des marchés publics, quoi, en la matière. Donc Isabelle, je pense qu'on a répondu à ta Oui, question. juste par rapport effectivement à ce format, je sais que ça peut exister, il y a certains projets qui peuvent permettre ce type je dirais, de recherche combinée ou de recherche à développement. Là, c'est pas le cas, clairement. C'est-à-dire qu'une contrepartie à des agriculteurs, là, comme c'est mentionné, ou des forestiers sur un dispositif, ça, c'est pas possible. Ce qu'on disait, c'est qu'une prestation, effectivement, si vous envisagez par contre qu'un partenaire non académique ou non éligible fasse une tâche délimitée, ça c'est possible. Par contre, attention, quand on fait une prestation, on ne définit pas a priori le partenaire ciblé. C'est-à-dire qu'une prestation nécessite, elle est aveugle. Elle est destinée sur les besoins que l'on a, et dans le projet, elle est formalisée telle quelle, mais il ne prévoyait pas d'impliquer un prestataire en identifiant de le rémunérer par une prestation. Ça, c'est pas Alors moi possible. j'avais une question pour Cassandra. Est-ce que ça c'est aussi vrai pour les prestations inférieures à 40 000 euros? Puisque les prestations en fait elles sont sans mise en concurrence. Finalement, est-ce qu'on doit garder l'anonymat du prestataire? Oui, c'est valable aussi. Dans tous les cas, en fait, D'accord. le document administratif et financier a été simplifié. Et donc maintenant, on n'a pas, peu importe le montant, on n'a pas cette apparition de D'accord. On ne doit pas partenaires dans faire le cadre des apparaître prestations. ouais, la qualité du prestataire. Alors, une question de Clément là sur la règle. Ah oui. Bon, trois partenaires, deux établissements, donc c'est la règle qu'on s'est fixée, hein, bah, c'est parce que bah, la recherche, ça se fait de façon collective, quoi. Donc, qu'on considère que c'est un minimum pour organiser, structurer une communauté autour d'une question de recherche, d'avoir un minimum. Le maximum, ah ben, ça vaut le définir, modulo euh, la question, l'étendue de la question et puis aussi les contraintes budgétaires. Mais le minimum, voilà, trois laboratoires, trois partenaires, ça veut dire trois laboratoires, trois unités de recherche. Voilà, c'est au sens unité de recherche de deux établissements éligibles. Euh, Concernant ouais, vas-y. Oui, la question sur, alors peut-être de terminologie, la limite du nombre de partenaires financiers. Alors, ce ne sont pas des partenaires financiers, je dirais, le partenaire financier unique, c'est l'ANR. Mm. A priori. Et il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs partenaires financiers puisque l'ANR finance à 100%. Rien n'empêche que ce soit un projet qui se fasse avec d'autres financements. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a qu'un partenaire financier, au sens de partenaire financier, c'est l'ANR qui va financer. Après, quand on parle, nous, de partenaires, ce sont les collaborateurs scientifiques qui contribuent aux travaux de production scientifique ou de valorisation de la production scientifique dans le cadre du projet de recherche. Donc les partenaires, c'est ça. Mais il n'y a qu'un financement, qu'un financement qui est par l'ANR. Euh, et donc, à la question, est-il possible de rassembler des collègues de différentes UMR sous un même partenaire financier? Euh, comment dire? Oui, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que une UMR est un partenaire. Donc, le projet se monte entre UMR. Vous êtes partenaire entre UMR. Mm. Est-ce qu'un établissement public peut être partenaire? Alors, je traduirai la question. Est-ce qu'un établissement public peut être éligible? Oui, il peut l'être sous certaines conditions, comme le disait Cassandra. Donc, l'ensemble des établissements publics, EPIC, EPST, qui ont des missions de production de connaissances, sont éligibles. Voilà. C'est un peu la même, comme pour les associations.
Voilà, il y a deux critères. Il y a un critère d'établissement public au sens public, c'est-à-dire avec qui n'a pas un but lucratif, et l'autre qui est quand même que sa mission soit associée à des enjeux de production, valorisation de connaissances. Donc ce sont des critères qui déterminent l'éligibilité et donc la possibilité d'être partenaire financé. Encore une fois, il est possible d'avoir des partenaires non financés. Mm. FCBA n'est pas un partenaire éligible. FCBA peut faire des bourses chiffres, par exemple, il me semble. Mm. Et Mm. FCBA peut effectivement faire des prestations de services. Oui. Et pour la question relative à comment vous pouvez le vendre un petit peu dans votre dossier, bah, en fait, c'est tout simplement dans le document scientifique que vous pouvez mettre en avant dans la description de votre consortium, votre partenariat avec le FCBA. Mais c'est vrai que dans le document administratif et financier, ce sera le FCBA, voilà, n'apparaîtra pas, ce sera un prestataire anonyme. Ouais, ouais. Et Cassandra, une question sur le montant minimum de chaque partenaire. Il n'y en a Euh, pas. Il n'y Il en y a en a pas. Il faut qu'il y ait un apport, que ce soit un apport de personnel, un apport d'équipement ou même un apport financier. Mais il n'y a pas de minimum requis. Non, là, j'ai mal posé la question. Le montant de l'assiette qu'un partenaire éligible peut Ah, oui, il solliciter, n'y en a pas non plus. il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de minimum pour un partenaire. Ok. Il y a pas mal d'autres questions qui sont arrivées. Ah oui, il y a deux sections ouvertes et répondues. Ok. Question libre. Et je confirme, je vois la question de Marie-Amélie Vergès. Oui, dans tous les cas, les partenaires, que ce soit des partenaires éligibles ou non au financement, devront apparaître dans le document administratif et financier et signer celui-ci. Parce que en bas de chaque onglet partenaire, il y a une lettre d'engagement, ce qui fait office de lettre d'engagement. Et donc, du coup, c'est le moyen pour vous et pour eux de se couvrir et d'assurer l'engagement du partenaire au sein du consortium. Donc, Hum, éligible ou non, il faut remplir un onglet et le faire signer par l'établissement concerné. hum. Oui, oui, on a eu des questions. C'est pas effectivement, on n'accueille pas de lettres en fait en annexe hein, de lettres supplémentaires quoi pour dire bon voilà je m'engage à participer. Euh, donc des lettres de recommandation ou peu importe quoi. Tu vois des lettres d'intérêt, d'expression d'intérêt. Mais là c'est vraiment formalisé par la présence d'une fiche financière quoi. Une question aussi pour les UMR et les tutelles. Au sein de votre document scientifique, vous pourrez faire apparaître les UMR. Mais maintenant, le document administratif et financier a été un petit peu simplifié. Et donc, vous pouvez manuellement, quand vous indiquez le nom des personnes impliquées, indiquer l'UMR. Mais c'est vrai que ce qui apparaîtra en haut, en premier, ce sera votre tutelle, donc l'INRAE ou le CNRS quand il y a plusieurs délégations régionales. Ça pourra apparaître dans le document scientifique, il n'y a aucun souci. Mais dans le document administratif et financier, maintenant, on demande de regrouper toutes les délégations, par exemple, sous une même tutelle. Donc, en fait, par exemple, votre partenaire, en haut du document administratif et financier, apparaîtra CNRS. Et après, en dessous, dans ce que vous indiquerez, vous pourrez indiquer vos délégations, même chose pour l'INRAE, vos UMR. Mais ça sera un seul onglet dans le document administratif et financier. Mais les différentes UMR pourront apparaître dans le document scientifique, il n'y a pas de souci. Je peux vous donner aussi la parole hein, si vous préférez vous exprimer. Euh, Est-ce que des collègues issus de laboratoires non éligibles à l'étranger, par exemple, peuvent être coordinateurs scientifiques de work package ou de tâches? A priori, oui. S'ils sont d'accord pour piloter un work package sans financement, ils peuvent, je pense.
Hein, Cassandra, Oui, ça oui, pose pas bien de sûr, il problème. n'y a pas de souci. C'est juste pour le responsable scientifique global du projet, où pour le coup, il faut vraiment que ce soit issu d'un partenaire éligible parce qu'il sera lié à l'établissement coordinateur doit être un partenaire éligible. Mais pour les work packages, libre à vous de d'organiser votre consortium comme vous voulez. Et après, dans ce cas, ça nécessite forcément de pouvoir gérer ce work package sans financement, quoi. Oui. Oui, d'ailleurs, dans la section scientifique, il y a un item dédié à la description des porteurs de Work Package. Donc, on peut aussi argumenter pourquoi, ben voilà, tel Work Package, il est coordonné par un partenaire étranger. Euh, Imaginons qu'il a effectivement un projet similaire dans un autre continent. Bon, et c'est pertinent de le faire apparaître, quoi. Et il est OK pour le faire pendant 4 ans. Ça a changé là où tu es. C'est plus rouge, c'est blanc. Ouais. Ah oui. Ah, il y a Nathalie qui veut prendre la parole, c'est ça? Non, 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 j'ai juste répondu à. Non, non, Ah, d'accord, parce qu'on t'entendait, donc du coup, je vais couper le son là. ouais. Si tu parlais de. Si vous voulez poser des questions, effectivement, à l'oral aussi, hein, vous pouvez y aller, hein, on est 30. Bon, je vous laisse réfléchir. Parmi les questions qu'on avait reçues aussi, auxquelles on a répondu, est-ce qu'on peut recruter des tests chiffres ou des tests dans le cadre du dispositif COFRA, donc qui est ces conventions de formation, hein, par la recherche en administration. Tout ça, c'est possible, hein, les deux sont possibles et sont bienvenus, hein. Donc ça montre ben, comment le partenaire, justement, non académique peut compléter le dispositif de recherche de votre projet, quoi. Donc les chiffres, hein, c'est pour les structures de droit privé et COFRA, c'est pour les administrations. On a dû le dire, mais je le redis, donc les frais de gestion, hein, sont de 20%. Donc, ils sont à inclure, ils sont compris dans l'enveloppe globale du projet. Donc il faut l'avoir en tête, c'est un petit peu plus que ce qui est traditionnellement pris. Mm. Et ça, c'est commun à tous les PEPR et c'est un accord entre l'ensemble des établissements. Et donc ces frais de gestion sont... Alors les règles sont différentes en fonction des établissements, mais ils sont reversés aux établissements tutelle de chacun des chercheurs. Oui, il y avait aussi des questions sur les auditions. Donc ça, c'est ben, finalement, c'est à la main, hein, du jury, hein. Nous, on n'intervient pas, on dit pas qui va être auditionné ou pas. Donc c'est le choix des experts internationaux d'auditionner le porteur et son équipe. Euh, Bon, dans pas mal d'autres PEPR, la façon dont ça s'est passé, c'est que les projets plutôt classés B étaient sélectionnés pour l'audition, étaient retenus pour une audition, effectivement, pour voir s'il est passé dans l'évaluation en A ou s'il est resté en B. Voilà. Donc, ça permettait un échange beaucoup plus instructif qu'une réponse voilà, par écrit. Donc, quoi, nous, on est plutôt favorable à ce processus d'audition, hein. S'il y a peu de projets, j'imagine qu'ils vont tous être auditionnés. S'il y en a beaucoup, bah, ça sera ceux qui seront, bah, voilà, savent pas trop placer entre A et C, donc ils les ont mis en B. C'est ça. Euh, Bon, après, tout dépend en fait du nombre de projets qui sont déposés. J'ai hmm, déjà eu des appels à projets où les membres du jury avaient beaucoup de A et ont décidé de tous les auditionner pour discriminer ces d'accord. projets. Il y en a eu d'autres où on avait des A, des B, ils ont auditionné tout le monde. Des fois où on a auditionné que les B. Voilà, ça dépend Hmm. forcément du nombre de projets Du nombre déposés. de projets. Hmm. Le tri à faire n'est pas le même. Euh, Oui. mais ce qui se passera dans tous les cas, c'est que une fois qu'on aura déterminé les dates des auditions, nous de notre côté,
j'enverrai à tout le monde, avant même de savoir s'il y a des auditions ou pas, un mail pour prévenir des dates, pour permettre à tout le monde de bloquer ses dates. Parce que souvent, il y a 2 semaines entre la session d'évaluation et la session d'audition. Donc je sais que 2 semaines, c'est court pour les agendas de beaucoup de personnes. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un mail avant même de savoir s'ils vont être auditionnés pour dire que voilà, prévenir qu'il y aura sûrement des auditions qui seront entre telle et telle date pour que vous puissiez bloquer vos dates à ce moment-là. Et dès que possible, je notifie pour vous dire si vous serez auditionné ou pas. Mais voilà, on essaie de vous prévenir le plus tôt possible pour que vous puissiez être disponible pour ces auditions, sachant que il est préférable d'être auditionné en présentiel, au moins pour le responsable scientifique. Euh, Ah, Accompagné ok. d'une ou deux Ouais. personnes. Mm. Et si ces personnes-là sont en visio, il y a pas de souci, mais c'est vrai que au moins le responsable scientifique en présentiel, c'est Ouais, c'est préférable que. ça, ouais. Mm. Et je sais pas s'il y a des questions qui apparaissent. Sinon, il y en avait une sur la conditionnalité donc du coup, de répondre à l'appel à projet vis-à-vis de l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé ce printemps. Bon, évidemment, la non-soumission d'une proposition à l'AMI, elle est pas rédhibitoire. C'est pas un critère de sélection du tout ou d'évaluation. Vous pouviez ou pas répondre à l'AMI, ça c'était votre choix. Vous aviez ou pas le temps d'y répondre. Et nous, on considérera pas de toute façon, et le jury non plus ne considérera pas que vous avez répondu ou pas à l'AMI. C'était une phase un peu préparative de préfiguration qu'on a laissé un peu de temps. On a échangé aussi avec un certain nombre d'entre vous qui étaient présents lors de l'événement de lancement mi-septembre à Bordeaux, autour de voilà pour échanger autour des contenus des propositions. Euh, mais bon, voilà, c'était pas obligatoire du tout. De même que les remarques qu'on vous a formulées n'augurent absolument pas de ce que pourra penser le jury d'experts de vos projets. Oui, oui, puisque Que, les voilà, remarques, c'est entre vous et nous, quoi. c'est Ouais. ça. Nous, c'était juste à titre voilà, de conseil et de retour, Mm. mais qui voilà, n'augureront rien de ce que pourra penser le jury d'experts. Donc, il y a des questions sur le jury d'experts. Cassandra, tu voulais répondre sur la Oui, liste oui, oui. Alors la liste, déjà une bonne liste, mais elle n'est pas arrêtée. Dans tous les cas, sur le site de dépôt, vous avez la possibilité d'indiquer des experts que vous souhaitez, mais également des experts non désirés. Voilà, si vous estimez qu'il peut y avoir une concurrence ou autre. Donc ce sera forcément pris en compte, notamment pour les dossiers très spécifiques pour lesquels on n'aura pas forcément de membre du jury spécialisé dans ce domaine. C'est très intéressant pour nous d'avoir ces noms d'experts conseillers qui pourraient être plus aptes à évaluer vos dossiers. Donc vraiment, je vous encourage vivement à mettre des noms d'experts sur le site de dépôt. Euh, si vous estimez que ça peut être bien pour votre dossier. Ça, je pense que c'est très important parce que, alors nous, on a essayé de faire une proposition, comme tu disais, on a une liste qui est assez longue, parce qu'on a essayé de couvrir au maximum l'ensemble des champs de la AP qu'on a proposé, sachant qu'il y a un certain nombre d'experts ne sont pas éligibles pour être experts puisqu'ils sont dans notre CSTP. Bon, c'est le comité d'évaluation, comité scientifique international, on va dire, qui suit notre PEPR, qui nous l'a en quelque sorte validé et qui va le suivre tout au long de sa vie. Donc eux ne sont pas éligibles. Mais ça, la NR a la liste et elle croise. Et oui, je vous invite vivement à faire ce que dit Cassandra, parce que vous avez vu la AP, la grande diversité des disciplines, des thèmes qui sont couverts dans notre AP, fait que vous imaginez bien que l'exercice de faire un jury qui puisse être capable d'évaluer, et on l'a déjà vu nous, puisqu'on a eu un échantillon de ça quand on a fait quand on a avec l'AMI, bon, c'est très très difficile effectivement de faire un jury. Donc ça, je vous engage vivement à ne pas hésiter à proposer des experts pour que effectivement vous soyez au mieux évalué par des gens ou qu'il puisse y avoir des regards éclairés et le plus éclairés possible sur vos propositions.
Tu as répondu à une question, mais peut-être qu'on peut le faire à l'oral pour que tout le monde en bénéficie, Arnaud, par rapport aux EPIC, le salaire des Oui, personnels des EPIC. Ouais. ouais, donc les EPIC, effectivement, leur salaire est éligible. Euh, alors, pour résumer, euh, les salaires des non-permanents ne sont pas éligibles à cette AAP, sauf pour le pilote, celui qui a en charge de pilotage du projet. S'il est membre d'un établissement public, d'un EPST, et qu'il est permanent, lui, une partie de il peut déclarer une partie de son salaire, comme ça se fait pour les projets européens, par exemple, avec la limite de 40% de son assiette, c'est ça? Oui, Aide totale. de Total. l'assiette totale. De sa demande à lui, Oui, de l'aide demandée pour lui. de l'aide demandée pour lui. En équipe, oui. Euh, voilà. Et pour les maîtres de conf, il est toujours pareil, en situation de pilotage du projet, ils ont la possibilité de se faire rémunérer pour prendre en compte la décharge d'enseignement qu'ils peuvent avoir. Euh, voilà pour les salaires donc des personnels permanents, uniquement le pilote. Ensuite, le statut des EPIC. Effectivement, les EPIC ont la possibilité de faire prendre en charge le salaire des personnes en CDI, qui est le statut de ceux qui sont dans les EPIC, par le projet. Donc c'est vrai pour le CIRAD, c'est vrai pour l'ONF notamment. La Cassandra, il y a une limite Pour, pour pardon. les EPIC, le salaire des EPIC? Non, il n'y a pas de limite. Non. Ok. Dans tous les cas, on n'a pas de... Enfin, il y a beaucoup de catégories financières sur lesquelles on n'a pas de limite ni inférieure ni supérieure. Il faut surtout que ce soit cohérent avec le déroulement du projet. Mm. Voilà, il faut pas, par rapport à ce que vous décrivez dans votre document scientifique, à ce que vous avez prévu de faire, il faut que les dépenses qui apparaissent dans le document administratif Mm. soient cohérentes, mais on a très peu de limites, hormis cette limite de 50 000 à l'année pour les décharges d'enseignement et de 40% pour le salaire du responsable scientifique. Sur le reste, on a très peu de limites. Merci. Je vois qu'on a une question aussi sur les experts à suggérer, savoir s'ils pouvaient être internationaux. On vous encourage vivement à nous communiquer des experts internationaux. C'est vrai que côté ANR, on essaye d'éviter les experts français parce qu'on sait qu'il y a plus de risques d'avoir des conflits d'intérêts. Dans tous les cas, on vérifie les conflits entre le et vous, mais également les personnes impliquées dans votre projet. Donc du coup, c'est vrai qu'en ayant recours à des experts internationaux, vous risquez fortement de limiter ces conflits d'intérêts. Et donc pour nous, c'est plus intéressant d'avoir ces noms-là à disposition. C'est vrai que quand on peut, on préfère. Aussi des questions qu'on avait reçues sur peut-être le caractère qu'on pourrait supputer comme hégémonique du PEPR Forest hein, sur la science autour de la résilience des socio-écosystèmes forestiers. Alors évidemment, c'est pas le cas du tout. Euh, le PEPR, c'est pas parce qu'il y a un PEPR que vous pouvez pas déposer un projet à l'appel à projet générique de l'ANR ou à l'ADEME ou des appels régionaux ou des initiatives universitaires, internationales, peu importe. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, bah, pour nous, en tout cas directeur de programme, comment tout ça s'articule hein, parce qu'on a une mission de structurer une communauté scientifique autour de ces enjeux de recherche hein, qu'on vous a présentés, mais loin de là de penser que, et puis dans l'action, c'est pas le cas, que le PEPR, au-delà, point de salut, quoi. Donc, évidemment, on vous encourage si vous avez des projets à lancer qui sont d'une envergure peut-être un peu moindre, à l'appel à projet générique, c'est tout à fait compatible. J'avais fait le bilan l'année passée, il y avait 5 ou 6 projets sur des sujets forestiers qui avaient été financés par l'ANR.
Donc, au contraire, on souhaite que le PEPR, ce soit de l'argent supplémentaire à ce que les agences de financement financent sur la filière, quoi, la recherche de la filière forêt-bois. Par rapport à la publication des membres du CSTP, effectivement, on n'a jamais communiqué la liste. Nous, on l'a jamais eu vraiment, en fait, pour tout vous dire. Une Je sais, audition avec eux, mais on a fait une audition avec eux, mais on n'a jamais vraiment eu la liste. Je ne sais pas s'il est envisageable qu'on la publie sur le site. Je ne sais pas, Cassandra, si... Bah, je Ça sais ne te que nous, concerne pas trop, mais je ouais. sais que nous, côté ANR, en tout cas, nos membres du jury, ils seront publiés qu'une fois que les résultats de sélection seront publiés. Donc, Hmm. voilà, je sais que nous, de notre côté, on révélera pas la composition du jury avant. Et je le dis à l'avance pour les auditions, vous ne saurez pas qui vous auditionnera avant, parce que j'ai souvent la question. Hmm. ouais, Mais là, après, je tu sais parlais pas. du CSTP ou du Comité international de Là, pour l'ANR, nous, c'est le Arnaud? comité international. Le CSTP, j'ai jamais eu le cas. Non, Je mais sais que d'avoir. Parce que je pense, vu qu'on a dit que les membres du CSTP, on ne pouvait pas les proposer, c'est pour que les oui, gens, effectivement, ne le fassent oui. pas. Alors, Bon, euh, de toute façon, après, nous, on fera notre tri aussi oui, oui, de notre oui. côté, Ouais. hein. Hmm. On compare les deux listes. Ouais, mais pour être plus précis quand même sur l'acronyme, le CSTP, donc c'est le Ouais. Comité scientifique et technique de programme, eh ben effectivement des experts étrangers qui nous ont évalués à Arnaud et moi. Mm. On a été aussi évalués en mai 23 Hmm. par un comité international. Mais évidemment, ils participent pas, ces gens-là participent pas au comité de l'ANR hein, pour se taper à la projet, quoi. C'est Mm. complètement indépendant Mm, Hmm, mm. hmm. puisqu'ils Oui, évaluent le programme. j'ai jamais eu la question, j'ai jamais eu le cas. Euh, je pense pas que ça pose souci, mais je demanderai quand même à Federica. Parce que nous, on l'a même pas tellement. Enfin, moi, je peux. Alors, c'est Frédéric Bonin. Donc, par exemple, pour ceux des SHS que je connais, il y a Méthodi Sotirov et Christine Farcy qui sont dans le CSTP, ça, je le sais. Mais on a vu Méthodi et je sais que Christine y est. Après, de manière exhaustive, effectivement, on n'a pas jamais eu tous les membres. Ça veut pas dire qu'on n'est pas censé les connaître, en fait. C'est juste qu'on n'a pas formellement la liste. Donc, bon, mais Ouais, tu peux te comme dit renseigner, Cassandra, Cassandra, vous si la les communauté proposer s'ils sont. scientifique elle veut connaître les membres qui nous ont évalués, il n'y a aucun souci. Je viens d'envoyer un message à Federica. Mm. Je sais Hum, pas hum, si hum. elle me répondra tout de suite, mais au pire, on mettra la réponse dans la FAQ. Mais Oui, on peut la mettre, on peut mettre la On liste. comprend le souci de Frédéric, évidemment, de ne pas proposer des experts qui sont déjà dans le CSTP et donc de toute façon qui Hum. seront Qui seront écartés exclus. de la liste des experts internationaux de cet appel à projet. Hum. Mm. Bon, nous aussi, avec Arnaud, on a une liste long comme le bras hein, d'experts qui couvrent l'ensemble des disciplines du PEPR et qu'on propose aussi à l'ANR quoi, pour les aider à constituer le jury. Après, on ne sait pas s'ils sont ou pas sélectionnés, mais Et on disponible, hein, parce que est bon. disponible, ouais, ça c'est. c'est Et ça surtout. on intervient comme ça, ouais. Mm. Bon, est-ce qu'on a épuisé votre curiosité? N'hésitez pas, hein. En tout cas, c'était un échange très intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Euh, on a couvert à peu près une centaine de personnes avec ces 3 webinaires. Donc, franchement, c'est réussi, quoi. Je crois qu'il y avait de l'attente pour la discussion. Donc, vous avez accès aux documents, hein. On va les mettre en ligne soit aujourd'hui, soit en début de semaine prochaine. À la fois les webinaires sur la chaîne YouTube et puis le PowerPoint sur le site web dans l'onglet Appel à projet. Et la FAQ également. On a beaucoup de questions et donc vous trouverez des éléments de réponse un peu plus fournis
que ce qu'on vous a fourni, qu'on vous a donné aujourd'hui, hein, oralement, parce qu'on peut, voilà, on peut continuer à les enrichir de notre côté, quoi. Et puis ça combine les questions des 3 webinaires, donc il y a sûrement des sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, qui ont été abordés Voilà. hier ou avant-hier. Ouais. Du coup, j'ai Voilà, une donc réponse, j'ai une n'hésitez réponse, pas. Ouais, vas-y, Cassandra, j'ai une pour le mot réponse final. de Federica. Donc, elle demandera, elle veut être, pour être sûre, elle demandera à Daniela. Hmm. Mais elle pense, en fait, elle n'est pas rendue publique, cette liste, d'habitude. Donc, elle pense que voilà, on ne pourra pas donner la liste des membres du CSTP. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est que ce sera à nous, de notre côté, de trier si jamais vous proposez des noms Hmm. Vous faites le job, ouais. d'experts qui Hmm. étaient déjà dans le CSTP. Hmm. Voilà. Je pense Bon, qu'on le pourra pas. CSTP, c'était quoi? 10-15 membres, hein, c'est pas non plus, on n'épuise pas les Non. possibilités, hein, loin de Oui. là. Ok, bon, ben, merci beaucoup pour votre Et présence. notez donc bien les adresses que vous retrouverez sur le site de l'ANR ou sur le nôtre, de Cassandra et de l'ANR notamment pour notamment l'éligibilité des partenaires, hein, ou si vous avez des questions au moment de consolider votre annexe financière. Et puis nous aussi pour tout le reste à propos de cette AAP, on est disponible pareil aux adresses du PEPR. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore d'autres questions qui viennent en travaillant sur vos projets. Bonne chance et bonne continuation à tout le monde.